on va appeler la procédure proc sur le sous-problème dont la taille est n sur b. N sur b est plus petit que n, donc à cette étape, on résout un problème logiquement plus facile, plus simple que le problème initial. Et puis, une fois qu'on a résolu tous les sous-problèmes, on va combiner les résultats des sous-problèmes. Et je dis combiner, on va dire fusionner. Il faut faire une opération qui consiste à prendre les résultats, les outputs de tous les sous-problèmes, de les mettre ensemble pour former la solution du problème initial. Alors, par exemple, si j'ai un tableau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai un tableau de n égale à 9 éléments. Et le problème est de trier ce tableau qui comporte les éléments suivants. 1, 7, 8, 4, 3, 1, 2, 13, 29. Mon algorithme, il dit, prends le problème initial, regarde si n est inférieur par exemple à 1, mais n est plus grand que 1, passe à l'étape suivante, subdivise le problème en A. Si je prends A égale 3, donc subdivise le problème en 3 sous-problèmes de taille n sur b. Alors je peux prendre b égale à 3, de sorte que n divisé par b, 9 sur 3 ça fait 3. Donc je vais partitionner mon problème en 3 sous-problèmes, A égale à 3, de taille n divisé par b, de taille n divisé par 3. Le premier sous-problème, c'est celui qui consiste à trier cette liste. Et puis le deuxième sous-problème, c'est celui qui consiste à trier cette liste. Et puis le troisième sous-problème, c'est celui qui consiste à trier cette liste. C'est à ce niveau que je vais trier les listes. Donc j'appelle la procédure de tri, pour cet exemple, sur les sous-problèmes. Après avoir trié cette liste, donc j'ai 1, 7, 8, et puis celle-là, alors pour trier cette liste, supposons qu'après tri, on a trouvé 1, 3, 4, et puis ici j'ai 2, 13, 29, elle est déjà triée. Alors, cette idée assez séduisante, qui consiste pour résoudre un problème difficile, à casser ce problème en des petits problèmes, résoudre les sous-problèmes et fusionner les résultats pour obtenir la réponse du problème initial, est basée sur un paradigme de programmation qu'on appelle en anglais divide and conquer, en français diviser pour régner. Puisque l'input a une taille égale à n, le runtime que je vais appeler t de n, il va se calculer de la façon suivante. Alors, analysons les lignes du programme ou de l'algorithme. Alors ça, c'est une opération élémentaire ou une étape de calcul. Je peux mettre 1 si vous voulez. Au lieu d'écrire 1, je peux aussi écrire O1 pour dire que cette opération s'effectue en temps constant. Okay? Sinon, subdiviser le problème en A sous-problèmes de taille n sur b. Cette opération qui consiste à diviser un problème de taille n en des sous-problèmes de taille n sur b, ça demande un temps que je vais appeler g de n, en fait même g1 de n. Je ne connais pas sa forme fonctionnelle, donc je l'appelle g1 de n. Ça prend un temps pour le faire. Et puis à l'étape 4, on va répéter pour chaque sous-problème quelque chose. Et c'est ici que se passe toute l'action. La procédure initialement appliquée à n est maintenant appliquée à n sur b. Ça veut dire que le temps de calcul pour la donnée n va s'écrire 1 plus g1 de n plus le temps de calcul à cette étape. Or, ceci correspond à un appel récursif de l'algorithme, mais il n'y a pas qu'un seul appel puisqu'il faut répéter pour tous les sous-problèmes. Donc, on aura le temps de calcul à cette étape multiplié par A, parce qu'il y a A sous-problème. Donc, on aura A fois le temps qu'il faut pour faire l'étape 4. Or, ce temps, c'est T de n divisé par B. Donc, cette fonction T que nous ne connaissons pas, appliquée à n, elle dépend d'elle-même, mais avec la valeur n sur B comme input. Et puis, enfin, à l'étape 5, il faut fusionner les résultats obtenus pour tous les sous-problèmes. Et l'opération de fusion demande un temps, je vais l'appeler G2 de n, un temps qui dépend évidemment de n. Si on simplifie cette équation, une constante ou un temps constant plus une fonction qui dépend de n plus une autre fonction qui dépend de n pour des entiers n suffisamment grands, lui il disparaît complètement
en face de ces deux. Et si j'appelle G la fonction qui est la somme de ces deux fonctions, j'aurai G de n qui vaut G1 de n plus G2 de n plus A fois T de n sur B. Alors, voilà l'équation des récurrences qui définit le temps de calcul, le coût d'un algorithme qui a cette structure pour résoudre un problème dont la taille est n. Et ce que va nous apporter le théorème du maître, c'est un moyen rapide de résoudre de telles équations. Pour tout n supérieur ou égal à n0, et c'est avec cette équation que nous allons trouver la complexité temporelle et même spatiale du problème. Donc, supposons que G de n est ONC avec C plus petit que le logarithme en base B de A. Alors, A et B sont donnés. T de n est ON exposant le logarithme en base B de A. Donc, log BA. Supposons qu'on ait T de n égale à 8, T de n sur 2 plus 50 n carré. A vaut 8, B vaut 2 et G de n c'est 50 n carré, c'est ONC avec C égale à 2. Donc lui il est ON carré et évidemment C égale à 2. Donc, avec ces trois paramètres, on va tester la condition C inférieure à log en base B de A pour voir si C est plus petit. Si C est plus petit, alors on connaît la complexité ou l'ordre de complexité. C égale à 2. Et le logarithme en base B de A, c'est le logarithme en base 2 de 8. Quand vous dites le logarithme de A en base B égale à x, ce que vous cherchez, c'est un nombre x tel que B à la puissance ce nombre égale à A. Donc, à quelle puissance ou à quel exposant il faut élever la base B pour obtenir le nombre A? Et ici, je vais élever 2 à une puissance que je ne connais pas pour obtenir 8. 2 exposant 3, ça fait 8. Donc, le logarithme de 8 en base 2, c'est 3. Alors, on voit que C qui vaut 2 est plus petit que le logarithme en base B de A. Donc, T de n est ON log en base B de A. Donc, ici, j'ai ON. Mais le log de A en base B, c'est 3. Donc, ON3. Un algorithme dont le temps de calcul est défini par cette équation de récurrence est ON3.